Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois dans quelques instants Mireille Bédard. Elle vient nous parler du Recovery College. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de nostalgie. Notre collaborateur Bernard Saunier vient nous parler du forum Adultes et santé mentale auquel il a pris part récemment. Tout ça dans l'émission Folie douce. Vous écoutez l'émission numéro 797. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Mireille Bédard. Bonjour Mireille. Bonjour Yvan. Bonjour, tu nous as rendu visite il n'y a pas longtemps, donc à l'émission Folie douce, tu nous as parlé entre autres de ton livre que tu avais, qui est toujours disponible, que tu as écrit, qui s'intitule « Vaincre la dépression » et en sous-titre « L'estime de soi au cœur du rétablissement ». D'ailleurs, les gens qui veulent en savoir plus, je pense qu'ils peuvent aller voir les infos sur le livre. Je pense que oui, il y a un site web dédié au livre « Adieu dépression sans accent en un seul mot.com ». Et tu fais même il n'y a pas une capsule, même oui. Audio, vidéo? Oui, alors je fais un témoignage vidéo. Il y a des ressources qui sont écrites là. Il y a des résumés du livre. Il y a des résumés de chapitres. Il y a la préface de la psychiatre Suzanne Lamarre qui a écrit la préface de mon livre. Alors, il y a toutes sortes d'informations. Donc, on peut aller voir ça, adieu-dépression.com. Oui. Merci d'être avec nous encore une fois. Tu nous as parlé la dernière fois de ce livre-là. Tu nous as parlé de ton implication à l'organisme Le Revivre, là, avec les ateliers. Mais cette fois-ci, on veut parler avec toi d'un super projet. C'est un projet nouveau. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est le Recovery College qui s'en vient au Québec, en fait, qui va s'établir au Québec. Comment on peut décrire le Recovery College? Les Recovery College, en fait, c'est né en Angleterre. Ouais. On devine un peu avec le nom, mais c'est ça. Le premier Recovery College, il a été créé, établi en Angleterre 2010-2011 à peu près. Et en fait, c'est parti de gens des gens qui étaient en santé mentale, autant des gens qui étaient intervenants, tout ça, que des gens qui étaient des usagers. Et l'idée a été de créer un lieu d'éducation au rétablissement, à la santé mentale. Donc, on voulait que ce lieu-là soit à l'extérieur d'un milieu hospitalier, qui soit dans la communauté, soit carrément dans une annexe d'un collège, justement, ou dans un organisme communautaire, ou en tout cas un lieu dans la cité, là, pour que ça soit vraiment, on soit intégré dans la société, puis qu'on soit pas... Donc, moi, je dirais qu'une des grandes particularités de cette organisation, de cet organisme-là, cette idée-là, c'est de vraiment co-construire tout ce qui concerne là, les cours, la philosophie, tout ça. C'est toujours appuyé sur la co-construction avec des gens qui connaissent des problèmes de santé mentale ou qui en ont connu, et des gens qui sont des intervenants ou autres. Et aussi que les cours soient co-animés toujours par une personne qui a un savoir expérientiel, qui a eu l'expérience de la maladie, et une autre personne qui a un savoir clinique ou théorique ou autre. Et ce qui est important aussi, c'est que, on va dire, des fois, les gens vont penser que, oui, mais il y a justement, comme Revivre, il y a des ateliers de soutien à l'autogestion, tout ça. Mais c'est un peu ça la particularité de cette idée de Recovery College, de collège de rétablissement, si on le traduit littéralement, c'est que les gens vont là, ça peut être des gens qui ont eu ou ont des problèmes de santé mentale, ça peut être des proches, des membres de l'entourage, ça peut être des intervenants, des gestionnaires, un étudiant, un citoyen qui veut en savoir plus. Alors, il y a un répertoire là, de cours qu'on peut suivre, comme quand on va au collège, et il y a des gens qui vont vous aider à l'orienter, la personne, puis à dire, moi, j'aimerais ça faire un atelier, un cours sur comment composer avec ma bipolarité, ou moi, sur l'estime de soi, ou sur ma médication, ou sur c'est quoi le rétablissement. Ouais. Alors, donc, d'après toi, pourquoi en Angleterre, est-ce que tu sais pourquoi ils ont mis ça en place? Est-ce qu'il y avait un manque peut-être d'informations ou de... En fait, c'est ça. C'est que beaucoup de gens... C'est que le problème, entre autres, pour les gens qui vivent des problèmes de santé mentale, comme moi, j'en ai eu une dépression, plus qu'une même, c'est que les ressources, il y en a, mais souvent, ils ne savent pas où c'est, mais c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent nécessairement. Et le fait que ça soit de l'éducation, ça on s'en va dans dans une autre sphère, parce que souvent, une fois qu'on est étiqueté, la stigmatisation, t'es étiqueté, ça c'est un bipolaire, oui, elle c'est une schizophrène, puis tu sais, on a, comme dit le livre, je ne suis pas une maladie, je suis une personne, alors, comme Luc Vigneault. Ouais. Alors,
on va là, on est un étudiant et tout le monde est égal et tout le monde est un étudiant. Donc, quand tu suis les cours, tu peux être avec une personne qui est un intervenant, mais tu ne le sauras pas nécessairement. C'est pas écrit nulle part. Là. C'est ça qui est la beauté, c'est ça. C'est la mixité. Il n'y a pas de classe où il n'y a pas d'apparence de dire un tel, c'est un médecin ou peu importe, un professionnel de la santé. On est tous des étudiants. Ouais. Et on va tous là pour étudier, apprendre des choses sur ce qui concerne leur établissement, la santé mentale at large. Donc, selon nos désirs de qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'aiderait. Alors, ça ne sera pas les mêmes raisons. Une personne qui a, par exemple, vécu une dépression, puis une autre personne qui va être membre de l'entourage, et ils vont être dans un cours sur... mettons, la mindfulness, pleine conscience. Ils ne seront pas là pour les mêmes raisons au départ, mais ils ont tous deux envie d'en savoir plus sur ça et de l'utiliser, mettons, la pleine conscience, la pratiquer. Ouais. Alors, ça amène à d'autres types de relations avec les gens et ça déstigmatise ceux qui sont atteints d'une maladie parce que il n'y a aucunement d'identification. Quand tu vas t'inscrire, tu ne t'inscris pas en tant que patient. Tu t'inscris en tant que Yvan, en tant que Mireille. C'est ça. Donc, autant les gens... Pas de diagnostic. Finalement, autant les gens, les responsables de l'endroit, autant les autres participants, les autres étudiants qui sont là, il n'y a personne qui sait vraiment... tu as un intérêt pour la question, tout simplement. Puis, voilà, tu veux apprendre, tu veux t'éduquer. Quel modèle on veut? Est-ce qu'on commence petit? Est-ce qu'on veut que ça devienne gros? Parce qu'on parle, c'est un peu un collège, dans le fond. Est-ce que tu sais un peu... En fait, je sais qu'en Angleterre, eux, ça a été un succès effrayant et en l'espace de quelques années, ils sont rendus à une quarantaine de Recovery College. Okay. Oui. Mais nous, on essayait vraiment d'être le plus fidèle possible au modèle Recovery College, donc ce que je viens de parler, mais de l'adapter au Québec, évidemment. Mais on essaie vraiment, on veut respecter le modèle de base qui est la co-construction, co-animation, cette philosophie-là. Dans un lieu, dans la communauté, pas dans un milieu hospitalier. On est tous des étudiants, on va là pour apprendre et c'est de la pédagogie active. Alors, c'est des savoirs enrichis, savoirs expérientiels, savoirs cliniques, savoirs théoriques. Il y a une chaire de recherche c'est Catherine Briand, qui est la responsable de la doctorante qui mène cette chaire de recherche-là, qui va être alliée à l'implantation, Et on a des sites différents. Alors, un site à Montréal, qui est lié avec le Collège Maisonneuve, il y a une certaine entente, mais tout ça est en train de se préciser. À Trois-Rivières, Drummondville. Donc, déjà, on veut en implanter plusieurs. C'est pas un seul. On veut vraiment essayer déjà oui. Parce que les gens, à cause la chaire de recherche étant à Trois-Rivières, il y a des gens qui sont impliqués dans le projet, qui sont étudiants à Trois-Rivières, ou il y a aussi l'Université du Québec à Trois-Rivières a un campus à Drummondville, c'est pour ça, Drummondville. Montréal, bien sûr, parce que c'est aussi le Centre d'études de réadaptation établissement Catherine Briand qui a fondé ce centre-là, qui, elle, est comme la tête pensante, la dirigeante, mais c'est multipartenariat. Alors ça, il faut que je le dise, c'est important. C'est Recovery College, même en Angleterre. C'est toujours des 2, 3, 4 partenaires, une fondation, un organisme communautaire, un autre type d'entreprise. Alors, c'est vraiment... Donc, ça permet peut-être d'avoir, au départ même, tu sais, dans le fond, déjà, la façon de penser des choses, c'est d'être justement plusieurs types de savoir, d'expérience, exactement. Ça. Donc, partenariat. Et celui pour le Québec, alors, il y a, je ne sais plus combien de partenaires, mais il y en a vraiment plusieurs, là, peut-être une vingtaine en tout. Oui. Et des gens... justement, dans le réseau communautaire, des fois dans le réseau hospitalier, toutes sortes de réseaux qui sont là et fondations, et qui sont intéressés par le projet. Et évidemment, il faut trouver un financement. Donc, il y a ça aussi, le partenariat du financement. Alors, c'est tout ça qui est quand même assez... C'est un beau projet, mais comment est venue ton implication? Comment tu t'es retrouvée à participer? C'est un super beau projet. Oui, en fait, je suis assez privilégiée parce que depuis 2014, 2015 en fait, je suis impliquée au Centre d'études de réadaptation, rétablissement, insertion sociale, qui est en fait dans le centre de recherche de l'Institut universitaire Santé mentale Montréal. Okay. J'ai fait plusieurs projets, un projet avec le Centre national d'excellence en santé mentale. On a créé une plateforme web qui est vraiment avec plein de dossiers très intéressants, des vidéos, des conférences. Et Catherine et Myra Piat et d'autres personnes avaient pensé que ce serait intéressant ça faisait un moment qu'ils y pensaient. Puis moi, j'ai été invitée. On est allé une délégation de 5-6 personnes de différents milieux et on est allé visiter des Recovery College
En Angleterre. Et moi, j'ai été invitée en tant que, justement, quelqu'un qui détient un savoir expérientiel. Ouais. Je représentais ça. Et j'ai trouvé tout de suite le projet super intéressant. Déjà, même avant que j'y vois sur place, je lisais, puis je disais aux gens, aux fondateurs, j'ai dit « It's a revolution, it's a revolution ». J'étais vraiment emballée. Et effectivement, en visitant, puis en regardant qu'est-ce que ça apporte aux gens, j'ai vu tout le potentiel. Et j'ai dit, wow, oui, moi, je suis embarquée là. On a intérêt souvent à s'inspirer autant d'autres pays s'inspirent de nous que nous. Ça peut être intéressant. T'sais, on entend souvent des belles choses qui arrivent en Angleterre, des fois aux États-Unis, des fois en Italie, ailleurs. Fait que c'est un modèle probablement qui s'implante bien avec notre type de société puis notre type de... Tu sais, nos services aussi sont peut-être faits pour bien recevoir ce genre de collège-là ici. Oui, puis je pense que c'est... Parce que maintenant, ça s'est rendu... il y en a en Australie, au Japon, en France, ils ont commencé... Ça fait vraiment des petits, là, ça se propage. C'est une belle épidémie. Ouais. Et nous, au Québec, ben oui, tout à fait, il faut avoir cette ouverture-là, je pense. Hein? Puis je pense qu'au Québec, une de nos forces, c'est qu'on est très ouvert, on est très souple, on s'adapte, et puis on aime la nouveauté. Hein? On a un esprit assez novateur, je pense. On est très créatif. On est prêt à essayer des choses qui sortent de l'ordinaire. Exactement. Mireille, à la fin de ces études-là, est-ce qu'on entrevoit un certificat, un diplôme quelconque? En fait, il y a un genre de certificat de diplôme, disons, si on peut dire, c'est pas un diplôme comme qui va t'amener au collège, je parle de collège, l'université, là, mais c'est quand même pour reconnaître que tu as acquis ce savoir-là, ces compétences-là. Et donc, quand tu as fini une session ou quelque chose, on célèbre ça. Eux autres, on souligne un processus de... Oui, absolument. C'est très intéressant. Comment on peut faire pour trouver l'information sur ça? Je pense que tu peux nous expliquer. En fait, le site, même pour le Recovery College, n'est pas encore en fonction. Là. Ça va venir éventuellement parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais il y a un dossier sur le sujet qui est sur le site web du CERIS dont je parlais, le CERRIS, le CERIS, Centre d'études, réadaptation, rétablissement, insertion sociale. Et puis, c'est en train de migrer ça vers le Centre national d'excellence en santé mentale, le site du Centre national d'excellence en santé, le CNESM. Mais c'est en train de s'en aller sur ce site-là. C'est des fusions qui se font. Ouais. Mais on a plein de dossiers. Et un des dossiers, c'est le Recovery College. Donc, en cherchant, par exemple, sur Internet, CERIS et Recovery College, ça pourrait être ça. Oui, on va sûrement avoir la bonne oui, exactement, pour les mots-clés, oui. C'est ça, c'était vraiment intéressant. Peut-être que tu viendras nous en parler. Ben oui, parce que là, on va être dans vraiment la réalité et on va savoir comment ça se passe ici, comment ça s'adapte et comment ça se passe vraiment. Oui, exactement. Là. Non, c'était fort intéressant. C'est un beau projet. Merci beaucoup, Mireille Bédard, d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant. Puis à une prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, on parle de nostalgie. Tu ne vas pas nous faire pleurer, j'espère? J'espère que non. Mais écoute, la nostalgie peut être positif et négatif. Là. Oui, c'est ça. On l'a déjà dit, mais... Oui, ben en fait, j'ai pris ça sur Internet, comme d'habitude, sur un site qui s'appelle Oureka. C'est-à-dire, ça s'appelle O-O-R-E-K-A. Et c'est un site web français qui met à la disposition du public du contenu et des conseils créés par des experts sur des sujets du quotidien et de la vie pratique. C'est bien Eureka, c'est pas Eureka, non. Ça ressemble à Eureka. Mais... j'imagine que ça se prononce Oureka. Oureka, oui. Alors, c'est rédigé par des auteurs spécialisés en groupe. Ouais. Alors, on nous dit en général, la nostalgie se manifeste lors d'un rappel mental ou sensoriel vis-à-vis d'un souvenir, d'un lieu ou d'une personne. Dans certains cas, elle s'accompagne d'une tristesse liée à des choses passées, manquées ou échouées. La nostalgie n'est pas un sentiment intense qui engendre une forte tristesse. Elle présente donc de nombreux bienfaits et envoie un message à celui qui la ressent. Et ce message peut être de plusieurs natures. Ça peut indiquer un manque ou un besoin sur le plan affectif. Ça peut mettre à jour des souvenirs en lien avec son enfance ou avec son pays. Ça peut indiquer un besoin de repos ou d'activité en cas de nostalgie des vacances. C'est normal si tu penses aux vacances. Non, c'est sûr, on peut devenir nostalgique assez vite. Oui, mais c'est peut-être parce que tu es fatigué, au fond. Ouais. Et ça peut aussi exprimer le besoin de communiquer avec les autres, d'avoir des relations sociales.
La nostalgie a de nombreuses applications à tout âge et à tout moment de la vie. Chez les personnes âgées, il peut s'agir du regret du passé, du manque de ceux qui sont partis et de ce qui n'a pas été réalisé. À tout âge, il peut s'agir de la nostalgie de l'enfance, dont on parle souvent, ou de périodes de la vie plus heureuses. Pour certains, il peut s'agir de la nostalgie d'un pays, d'une ville ou d'une maison. Tu sais, des fois, la maison où tu as grandi. Oui, ou des nouveaux arrivants qui s'ennuient un peu des bons moments qu'ils ont passés dans leur pays d'origine, des choses comme ça. Ouais. D'autres cas aussi, d'autres ont la nostalgie des vacances, comme j'ai dit tantôt, ou des voyages. La nostalgie apparaît généralement à l'occasion de rappels sensoriels, c'est-à-dire visuels, auditifs, olfactifs, des fois une odeur peut nous ramener dans le passé quelque chose que... Et les chansons, souvent, tu sais, les chansons d'une certaine époque peuvent nous rappeler plein de souvenirs. Oui, ou ça peut être quelque chose qu'on goûte aussi. Ouais. Un aliment quelconque. Ouais. Regarder les photographies, revenir dans une ancienne maison, écouter une chanson, comme tu dis, tu vois, tu me devances. C'est ça. Ou déguster un plat. Ouais. Et en terminant, on nous dit, ce qui est bon à savoir, c'est qu'en psychiatrie et en psychologie, la nostalgie et surtout la tristesse qui l'accompagne, si elle envahit le quotidien, peut évoluer vers une dépression ou une mélancolie. Ouais. Dans ce cas, il s'agit d'une véritable souffrance psychologique et d'une maladie mentale qui nécessite une prise en charge spécialisée par un psychologue ou un psychiatre. Là, on parle vraiment de nostalgie très, très triste. Oui, parce qu'il y a on avait un invité il n'y a pas si longtemps à l'émission qui nous disait que ça dépend toujours comment on s'en sert. Tu sais, des fois, ça peut être motivateur, ça peut nous donner, si tu veux, un peu de la bonne humeur même. Tu sais, il y a de la nostalgie qui nous rend, tu sais, qui nous donne de l'énergie parce qu'on pense à des bons moments puis ça nous remet un peu en... Oui, mais moi j'ai déjà entendu que tout le monde, à un moment donné ou à l'autre, va avoir la nostalgie de l'enfance, peut-être surtout à Noël, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. On se rappelle de nos Noëls d'antan. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Nostalgie des vacances d'antan », c'est écrit par Mme Colline Vasquez, qui est journaliste indépendante. Et elle va nous en parler justement de la nostalgie des vacances. Pour la famille M, tous les étés, c'était le Portugal, dans la petite ville de Tyr. Des vacances qui ont marqué Sandy, aujourd'hui âgée de 30 ans, qui en parle toujours avec la même nostalgie. Elle nous dit « Ça met du baume au cœur ». Ça, c'est Sandy qui parle. En se remémorant ces mois d'été passés au Portugal. Chaque début août, toute la famille M embarquait à bord de la Volvo grise et traversait la France puis l'Espagne jusqu'à Tyr, un petit village situé dans la municipalité de Cascais, sur la côte ouest du Portugal. Cette année, cette Parisienne serveuse dans un restaurant a travaillé tout l'été. Elle nous dit « Moi, je pars en octobre. » Alors, pour que le temps passe plus vite, Sandy convoque parfois les nombreux souvenirs du Portugal, comme pour faire revenir un temps qui n'est plus. Elle dit « Je suis quelqu'un de très nostalgique. » Elle nous dit cela avec un large sourire. La nostalgie, c'est une forme de souffrance. La souffrance de ce qu'on a perdu, mais dont on a plaisir à se souvenir, explique José Pollard, qui est un psychologue et psychanalyste et qui s'est beaucoup penché sur ce sentiment. Doux, amer, comme il le qualifie. Il nous dit que c'est un travail psychique pour retrouver un temps passé alors qu'on est dans le temps présent. L'effort qui est demandé, c'est de revenir à la réalité. Mais le psychologue tient à insister sur un point. Il nous dit que ce n'est pas négatif, c'est même plutôt bon signe. Il y a de la nostalgie parce qu'il y a eu du plaisir. Si on est nostalgique de nos vacances, c'est qu'elles ont été bonnes. C'est un mal pour un bien. On a donc plaisir à s'en souvenir, comme Sandy, intarissable dès qu'il s'agit de parler du mois d'août. Elle attend toujours avec impatience de retrouver l'air marin et le calme de Tyr. Chaque année, Sandy partait avec ses parents, ses grands-parents, sa grande sœur et son grand frère. Si devant la famille, elle se tenait à carreau dès que sa mère avait le dos tourné, elle en profitait pour faire les 400 coups avec sa cousine, avec qui elle n'a que 3 ans d'écart. Chaque année, les deux copines se retrouvaient et l'été devenait vite le temps des amours et des rencontres. Mais je m'arrête ici et je poursuivrai plus tard dans l'émission. Oui, à l'Espresso allongé, la nostalgie à Folie Douce demeurait des nôtres. À venir dans l'émission, notre collaborateur Bernard Saunier nous parle du forum Adultes et santé mentale auquel il a assisté.
À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la nostalgie. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. C'est avec bonheur que je reçois Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Salut, bienvenue encore une fois à l'émission. Tu as assisté à un événement pas si longtemps, en fait en octobre 2019, je pense. Exactement. Un forum. Hein, C'est le forum adulte et santé mentale en vue c'est une consultation pour le prochain plan d'action en santé mentale. Oui, le plan d'action qui en fait, je pense qu'il se termine en 2020, là, c'est ça? Fait que dans le fond, ils vont par 5 ans. Le dernier, on l'avait entendu longtemps. Je pense que c'était un peu souvent des critiques qui disaient que le gouvernement avait comme attendu, je pense, une période de 5 ans. Donc, ils veulent préparer le prochain. Ouais. Le plan sert à, finalement à avoir une direction, c'est ça? Oui, une direction. Ce que j'ai entendu là, moi, c'est que Mme McCann, qui est la ministre, elle veut faire des gros changements. Elle veut faire des gros changements dans tout ce qui est santé mentale. Okay. On peut la palette est large, là, ça part du suicide aux enfants, parce qu'il y en a eu un aussi pour les enfants. Puis toi, tu étais invité comme finalement pour participer. Moi, j'étais invité pour participer. Il y a la très chère amie Annie Baudin qui avait donné mon nom. Puis j'ai dit, tiens, cette année, je fais pas de voyage. Je vais aller à Québec C'est déjà pas pire. Ça change d'air. Je vais aller à Québec au forum. Oh, ouais. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'était quoi, sur une couple de jours? Ça se passait? C'était sur une journée et demie. OK. Puis c'était... on était une dizaine autour d'une table, puis on faisait des brainstorms, des remue-ménages, puis on essayait de trouver... un peu peut-être sur une thématique, est-ce qu'on vous proposait un sujet? Comme là... au début, il y a eu un panel, puis les gens parlaient de leur expérience, il y avait même des gens que tu as reçus, t'avais invité. Ouais. Puis les gens parlaient de leur expérience en santé mentale, par où ils étaient passés, puis où ils étaient rendus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui parlait de rétablissement. Ouais. Ce que j'ai trouvé, c'est que oui, ça parlait de rétablissement. Il y a tout le côté financier de l'affaire. Ça passe par ça depuis toujours. Ça passe par ça, mais là, elle, la ministre, ça semble pas avoir augmenté. Elle parlait de 20 millions, mais c'est l'enveloppe qui est là. Oui, c'est ça. Parce qu'on en dit beaucoup de bien, là. C'est sûr que c'est un assez nouveau, assez récent du gouvernement. Donc, ça fait pas 10 ans que le gouvernement est là, puis ça fait pas 10 ans qu'elle est ministre là non plus. Oui. Mais depuis ses débuts, je pense que le milieu en général... dit beaucoup de bien de la ministre. Je pense que c'est une personne honnête, puis qu'elle dit ce qu'elle pense, puis... Les actions sûrement vont suivre en conséquence. Parce qu'elle a dit que ça allait changer. Là. C'est ça. Elle veut que ça change. Là, je me rappelle plus combien il y a de suicides par jour au Québec. Là, mais c'est 3, je pense. 3 par jour. Ça a toujours comme stagné un peu c'est comme à ce niveau-là. Trop déjà. C'est trop, comme on dit. Moi, c'est surtout les structures. Ce que j'ai remarqué avec nos années, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on suit le domaine de la santé mentale. Puis les structures, tu sais, la régie de la santé, l'agence, après ça, le CIUS. Oui, j'espère juste qu'on ne va pas retomber encore dans une espèce de restructuration, parce qu'on a l'impression que souvent il y a beaucoup de restructuration, puis au bout de la ligne, oui, il y a une certaine amélioration, mais est-ce que les services aux gens... Il faut que ça soit tangible, il faut que ça... À part changer les noms, puis les structures... À part changer les noms, il faut que ça amène quelque chose. C'est pour ça que je parle souvent d'argent, moi. Oui. Puis il faut en parler. C'est ça le nerf de la guerre. Il ne faut pas avoir peur du foin, comme on dit. C'est ça. Si tu veux mettre des ressources à quelque part... C'est beau le bénévolat. Le bénévolat, tout le monde en a fait, puis tout le monde en fait. Je parlais avec
Monsieur Morin. Je sais pas si tu Oui, connais. oui, je connais. Paul Morin. Oui, je connais, oui. Je parlais avec lui, puis c'est ça que j'y expliquais que quand on participait à reprendre le pouvoir, quand on participait à des comités, puis des implications en santé mentale, on demandait un dédommagement. Puis lui, il semblait me dire que ça n'avait pas trop de bon sens parce qu'à ce compte-là, il faudrait peut-être payer les parents partenaires, les parents ou les... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis pourquoi pas aussi? Non, mais là, ils apportent le input, là, qu'on appelle, Ouais. là, ils apportent de l'eau au moulin là, Oui, pour ouais. la réflexion, puis c'est ça. Pourquoi? C'est Pourquoi ça les aussi, consultants sont payés? Là, c'est à ça que je suis arrivé comme réponse aussi. Je dis pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi qu'ils ne feraient pas? Vous êtes des consultants, On en est réalité. des consultants, c'est vous ça. consulte. On nous consulte, puis moi, je trouve ça... Non, je trouve que tu fais bien d'en parler parce C'est une que bonne les gens façon. ont peur de parler de ça, mais à quelque Ils part, ont ça peur. passe par ça pareil. Ça passe par ça, ne serait-ce que moi, personnellement, Ouais. je suis pas riche. Ben non. Puis si Il n'y a t'as personne ça, de riche, puis Ça ça t'apporte. aussi, c'était étonnant dans les 250 personnes qu'il y avait là, des entendre parler. Je suis pas le seul à parler de ces choses-là, ouais. comme ça, de dire que oui, on soit une aide, oui, on a... Mais si on Ben, est correct. capable d'en avoir plus un peu, pourquoi nous l'enlever? Ben, c'est comme le milieu communautaire. Ça fait depuis toujours que le milieu communautaire dit toujours n'a pas assez de ressources. Puis c'est vrai, l'ensemble des ressources n'ont pas assez d'argent pour fonctionner correctement. Et comparativement à l'argent qui est donné aux hôpitaux et aux médecins, Effectivement. Ouais. c'est un minime pourcentage. Là. Tu sais, là, il y avait un médecin qui disait que c'était le parent pauvre des pauvres. Ouais. Tu sais, Ben, déjà que la santé mentale, c'est le parent pauvre, la santé. Exactement. La C'est ça. santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé. Mais les gens qui s'impliquent, c'est le parent pauvre du parent pauvre. Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est vrai, on en rit, mais c'est vrai. pareil. Et puis c'était étonnant parce que je parlais avec quelqu'un, puis à un moment donné, un monsieur qui avait dit il dit, c'est la première fois que j'entends parler de ça, les patients partenaires. Puis, Ouais. des fois, on a comme a priori de penser que tout le monde connaît tout. Ouais. Puis le monsieur, il avait jamais entendu Que parler c'est de jamais ça. à peu près diffusé, cette affaire-là. Tu sais, Non, nous, on c'est en a pas, entendu parler parce qu'on tu nous en parles. J'en parle, puis on est un peu On est branché dedans, par la force des choses. dans le milieu. Moi, je suis là-dedans. C'est ça, là, c'est ça. Mais effectivement, tu as raison, puis ça a été longtemps. Oui, il y a eu des recommandations, des demandes de dire augmenter, par exemple, le financement, mais c'était plus général. Mais là, on parle de quelque chose de concret. Vous êtes des personnes, vous donnez votre input, encore une fois, à des réunions qui amènent sûrement à des meilleures pratiques et tout ça. Ben, à quelque part, puis c'est un dédommagement, là, vous ne faites pas des salaires Oui, à c'est ça, crosser, c'est là. pas C'est pour rien dédommager le C'est temps ça, et c'est- l'implication. C'est encourageant. Hein? Oui, c'est encourageant, c'est C'est ça. ça. Ce que j'ai trouvé étonnant aussi, c'est toujours cette histoire-là du patient qui se fait soigner, mais les gens, il y a une grande souffrance là-dedans parce que la personne se fait soigner, mais finalement, les soins ne marchent pas, puis elle finit par mettre fin à ses jours. Oui. Puis Toujours, les gens aimeraient en savoir plus, puis avoir été plus impliqués. Mais moi, dans mon innocence, je leur ai dit, des fois, la famille, c'est pas toujours... Supporte pas toujours comme ils devraient le c'est faire. ça. Je sais qu'on développe aussi. C'est pas toujours approprié Ouais. d'impliquer la famille dans les soins. Oui, mais je sais que. Ça fait partie du problème. Dans ce sens-là, oui. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de développement. Tu sais, comme quelqu'un me parlait récemment qui sont en train de développer pas des applications, mais un genre de recherche pour savoir mieux gérer quelqu'un qui a un signe suicidaire, puis tu sais, qui texterait à quelqu'un, comment il se fait répondre. Tu sais, il y a comme il y a un programme qui est financé, je pense, par Belcause, la représentante de Belcause qui me disait ça, qu'ils ont financé une recherche pour nous permettre de mieux réagir à des gens, justement, qui sont en crise, qui sont sur le point de se suicider. Puis là, quoi faire pour les empêcher, Pour les empêcher, c'est ça. Par les technologies. Fait qu'il y a toutes sortes de façons, tant qu'on peut aussi avancer, c'est bien. Au forum, il parlait de l'accès, justement, aux psychothérapies. Oui. Qui devrait être gratuite. Mais en y pensant bien, je me suis toujours dit,
la vieille école de psychothérapie, il faut que tu payes. Ouais. Si tu payais pas, ça valait. Je parle un peu. C'est un peu plus psychanalytique, cette idée-là, là, mais si tu payes pas, c'est pas efficace. Je sais pas. Puis il y a des choses qui avaient été annoncées par le docteur Barrette, là, oui, un certain nombre d'heures, tout ça, mais même ça, on disait que c'était pas suffisant parce qu'une psychothérapie, quelqu'un qui va voir un professionnel, ça va y prendre plusieurs séances. Oui, c'est long avant de créer un contact, une confiance. C'est ça. Parce que ça fait partie du rétablissement. La médication, c'est une chose. L'entourage, l'environnement, la psychothérapie ou l'aide d'un psychologue, peu importe. Mais c'est ça, c'est un tout. Mais je voulais te demander, Bernard, dans des forums comme ça, j'imagine que tu en profites aussi pour peut-être reconnecter avec des gens parce que... Oui, je parle avec ben du monde. C'est bien, de savoir que... C'est toujours bien, puis ce qui m'a ramené beaucoup, c'est d'entendre les autres parler puis d'avoir un peu les mêmes propos que je peux tenir. Ouais. Je me suis dit que je suis pas tout seul. C'est ça, exactement. Il y a d'autres mondes qui pensent à la même chose que moi puis qui le disent. Ça a du bien de pouvoir se rencontrer ou pour se reconnaître. Là. Pour se reconnaître. Puis j'ai vu il y a des patients partenaires, des parents des gens d'un peu partout qui venaient. Des gens d'un peu partout dans la province, c'est ça. Ce qui était pas étonnant, mais vraiment bien, c'est de voir les Amérindiens qui étaient là, les Autochtones, les Inuits, les Abénakis, il y avait des représentants de chaque nation. C'est longtemps, on s'en est moins occupé, ou en tout cas, ça paraît moins. Fait que je pense que... Je trouvais ça intéressant qu'ils soient là. Des personnes à part entière. Leur mot à dire. Oui, c'est ça. On est tous des Québécois, incluant surtout eux, là, les Autochtones. C'est important, ben oui, absolument. C'est intéressant. Donc, le Forum adulte et santé mentale. Donc, la suite, c'est vraiment de donner de l'information, de participer pour que le ministère, la ministre... C'est ça. Eux, ils ont noté des choses qui se disent là. Est-ce que tu sais si le plan d'action devrait sortir, genre, ça va-tu être un 2020-2025 ou est-ce qu'ils en ont parlé? Je pense que c'est un 2020-2025. Parce que le dernier, c'était le 15-20, dans le fond. Puis là, on veut pas qu'il y ait d'espace entre les deux, entre les deux plans, parce que c'est jamais bon. Là, sur papier, on a des choses. Il faut voir aussi si le 2015-2020 a été mis en place ou non. En partie, peut-être, mais il faut voir. Il nous reste peut-être une minute, Bernard. On peut toujours... c'est intéressant toujours de te suivre. Tu es très prolifique sur le web depuis longtemps. D'ailleurs, tu es un des premiers à bloguer. Je vais le présenter d'ailleurs le 14, ceux qui viennent à l'Institut. OK, tu vas présenter ton... Je vais présenter mon blog. OK. Qui est au www.legoulag.blogspot.com/. C'est ça. Ou sinon, chercher Bernard Soignier, le Goulag. Vous allez me trouver. C'est ça se trouve. J'ai même fait récemment, puis ça rentre. Ça va très bien. Non, c'est très intéressant de t'avoir encore une fois. Puis écoute, ça va être pour une prochaine encore. On va sûrement remettre ça pour un autre bon sujet. Merci. OK, je te remercie. Merci Bernard. À bientôt. Bye. Au revoir. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. De retour au micro donc avec l'espresso allongé et la nostalgie, sujet entamé plus tôt. On a hâte d'en savoir plus sur ce sujet qui touche quand même tout le monde. Je pense que tout le monde est touché par ça. J'imagine que oui. Un jour ou l'autre. Alors, je rappelle les auditeurs que l'article que j'ai pris sur Internet s'appelle « Nostalgie des vacances d'antan ». C'est écrit par Madame Colline Vasquez, qui est une journaliste indépendante. Et là, on ne parle pas de sa personnalité, là. Non. C'est une journaliste indépendante. Elle est juste indépendante de métier. Oui. Dans la vie, elle n'est pas du tout indépendante. Alors, j'avais commencé tantôt en disant que pour notre amie Sandy, qui est âgée de 30 ans maintenant, elle est nostalgique de ses vacances d'été au Portugal. Elle s'y rendait chaque année avec sa cousine, avec qui elle avait seulement 3 années d'écart. Elle disait... chaque année, les 2 copines se retrouvaient et l'été devenait vite le temps des amours et des rencontres. Elle dit, on disait qu'on allait à la plage, mais en fait, on allait voir des garçons. C'était mes
premiers flirts, mes premières amourettes. On passait la nuit dans les discothèques de la plage, lâche-t-elle en baissant la voix comme si c'était encore un secret. Pour Sandy, le souvenir de ses vacances est irrémédiablement associé à celui de sa cousine, mais surtout à un sentiment de liberté, jamais retrouvé pendant l'année. Rien de plus normal pour José Pollard, selon qui la nostalgie des vacances naît en grande partie dans cette insouciance d'un temps sans contrainte et sans impératif. Il nous dit ça rappelle l'enfance en quelque sorte. Difficile alors de refouler une larme quand vient la fin de l'été. Cette tristesse propre à la nostalgie est la conséquence du plaisir qu'on y a ressenti. Monsieur Pollard continue en disant « Chacun d'entre nous passe par ce petit moment de dépression qui n'est pas grave, mais qui nous saisit quand on revient à son quotidien. On ressent une sorte de petit désenchantement. Il faut alors se souvenir de ce qu'on a vécu, tout en réinvestissant le temps présent. » Mais pour Sandy, les retours aussi étaient difficiles. Elle dit « Je n'avais pas hâte de rentrer car je savais que j'allais devoir retourner à l'école, retrouver ma vie à Paris. » Pour moi, c'était la même chose. Ouais. Tu sais, quand les voyages d'été étaient finis, puis on retrouvait notre chez-soi, il y avait de la tristesse. Il y a un côté intéressant, mais en même temps, on sort d'une bulle. Il y a une bulle, hein, puis on ne veut pas que cette bulle-là cesse. Ouais. C'est vrai, Sandy continue en disant « Dans notre appartement, je partageais ma chambre avec ma sœur. Alors, quand j'étais dans la maison au Portugal, c'était le rêve, car j'en avais une pour moi toute seule, insistait-elle. Elle dit « Je savais déjà que ce pays allait me manquer. » José Pollard nous dit, à l'origine, la nostalgie a été définie par un médecin suisse comme un trouble psychiatrique, une dépression due au mal du pays. Il avait observé chez les soldats souffrant de vivre loin de chez eux. D'ailleurs, nostalgie est la contraction du préfixe « no », NOS, qui signifie revenir, et AGIE, la douleur. Le mot a ensuite été investi par le courant littéraire du romantisme et est devenu ce pourquoi nous l'employons aujourd'hui. Un sentiment, une émotion. M. Pollard nous dit « De rares personnes n'arrivent pas à revenir dans le présent qui leur est devenu insupportable. » Ça, c'est vraiment des cas là, de grande tristesse. Ouais. Et si le retour au quotidien est difficile, ce dernier reprend rapidement ses droits. Même si au début, nous dit Sandy, j'étais un peu ronchon, ça finissait par passer. Surtout parce que je savais qu'on allait y retourner l'été d'après. Une consolation qui lui permettait d'attendre les 11 mois qui la séparaient du Portugal. On finit par s'y faire, résume José Pollard. Et pour vaincre la nostalgie, rien de mieux que de ressortir les objets ramenés de ce paradis perdu. Ils sont porteurs de cette nostalgie, car ils sont les témoins de ce qu'on a vécu et nous permettent de nous replonger dans nos souvenirs. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, mais aller fouiller dans des anciens sacs de voyage qui contiennent des souvenirs de vacances. Pas vraiment, non, pas vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Ouais. Ça éveille un peu de nostalgie. Ah, beaucoup. Ouais. Non, j'ai jamais vraiment fait ça. Alors, on nous dit, mais pour certaines ou certains, se remémorer devient une épreuve. De rares personnes n'arrivent pas à revenir dans le présent qui leur est devenu insupportable. Elles ne parviennent pas à sortir de la rêverie et à faire la transition avec le passé. Alors, elles se réfugient dans leurs souvenirs et désinvestissent complètement leur quotidien. Si ce phénomène dépressif est très peu fréquent, nombreux sont ceux qui, la nostalgie devenant trop douloureuse, décident de ne pas revenir au temps présent. Une situation que le psychanalyste a eu l'occasion d'observer. M. Pollard nous dit « Quand le retour de vacances est marqué par une très forte nostalgie, on peut être amené à remettre en question le sens de sa vie ou de son travail, par exemple. J'ai vu des gens changer de travail, changer radicalement leur façon de vivre après leurs vacances, dont ils n'arrivent pas à faire le deuil. » J'y ai déjà pensé, confie Sandy en riant. Elle raconte qu'à 17 ans, elle a annoncé à sa mère vouloir rester au Portugal. Et dans ses mots, pour ouvrir un kebab ou un fast-food. Une idée vite oubliée. Mais je vais sauter. Et probablement que si elle avait fait ça, elle se serait rendue compte que la vie quotidienne, c'est pas comme la vie de vacances. C'est ça aurait peut-être cassé aussi sa bulle jusqu'à certains points. Là. Oui. Je saute à la fin de l'article parce que Sandy a finalement retourné au Portugal avec sa cousine.
Et donc, elles sont retournées au Portugal seulement toutes les deux, comme dans le passé. Presque sans y croire, Sandy explique « Inconsciemment, je suis retourné dans tous les endroits où j'allais avec ma mère, qui était maintenant décédée. J'ai reproduit nos rituels et en même temps, je lui racontais des anecdotes sur mon enfance et ce que j'ai pu faire là-bas. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. Je suis quelqu'un de très nostalgique. » Je m'arrête là-dessus. Et le titre de l'article, c'est « Nostalgie des vacances d'antan ». De qui, déjà? De Mme Colline Vasquez. Voilà, pour lire la suite. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. La Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Oui, et également tes blocs espresso. Tu nous as remémoré peut-être certains souvenirs en parlant de nostalgie. Alors, pas fait pleurer. Non, c'est ça. Puis je le garde quand même positif. Tu sais, je pense que la nostalgie est quelque chose qui est un dépassement, peut-être qu'on veut des fois atteindre, puis revivre ça finalement. Mais c'est très intéressant comme sujet. Merci pour ça. Certains vont dire que si tu es nostalgique, c'est parce que tu as des bons souvenirs en quelque part. C'est ça, exactement. Fait que c'est quand même bon signe que, effectivement. Il faut être capable de s'en sortir. C'est ça, exactement. Il faut s'en servir pour aller de l'avant. Je remercie notre invité en début d'émission, Mireille Bédard, qui nous a fait découvrir le Recovery College. Et je remercie également notre collaborateur Bernard Saunier, qui nous a amené son sujet. En fait, il a un peu relaté l'expérience qu'il a eue au Forum Adultes et Santé Mentale récemment. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.